Le bruit de la pluie contre les vitres du manoir à Neuilly-sur-Seine harmonisait avec l'état d'esprit de Rafael Vasconcelos Montaigne. L'homme d'affaires de 42 ans regardait par la fenêtre de son bureau, observant Paris être englouti par une tempête qui semblait ne pas avoir de fin, tout comme ses problèmes. Ses yeux fatigués reflétaient non seulement des nuits agitées, mais aussi un vide que même ses milliards ne parvenaient pas à combler. À l'autre bout du manoir, les pleurs de Michel, son fils d'1 an et 2 mois, résonnaient dans les couloirs. Raphaël respira profondément, massant ses tempes. C'était le 5e jour sans nounou, depuis qu'il avait renvoyé Madame Neyza pour avoir prétendument tenté de vendre des photos de Michel à un magazine People. Avant elle, il y en avait eu 4 autres, en moins de 6 mois. Juliette, accusée d'avoir volé des bijoux, Sandra pour avoir enfreint les règles de sécurité, Clotilde pour négligence et Marlène pour des commérages sur la famille. « Monsieur, la candidate est arrivée. » Son majordome, Sébastien, interrompit ses pensées d'une voix mesurée. Raphaël acquiesça sans enthousiasme. « Faites-la entrer. » Quand la porte s'ouvrit, une femme d'une 30aine d'années entra. Les cheveux noirs attachés en un chignon simple, des vêtements discrets et un sourire timide aux lèvres. Ce n'était pas ce que Raphaël attendait d'une nounou envoyée par l'agence la plus chère de Paris. « Bonjour, monsieur Montaigne. Je suis Louise Dubois, mais vous pouvez m'appeler Louise. » Raphaël ne se leva pas pour la saluer. Il l'analysa d'un œil clinique, le même qu'il utilisait pour évaluer des terrains avant d'y ériger ses gratte-ciel. « Vos documents et références ?» demanda-t-il sèchement. Louise tendit un dossier. « Tout est là, monsieur. J'ai travaillé 7 ans avec la famille. Andrieux à Versailles et 5 ans avec les Benoît au Marais. J'ai une formation en pédagogie et en premier secours. » Raphaël feuilleta les documents avec un désintérêt apparent, mais son esprit enregistrait chaque détail. Il était impressionné que quelqu'un avec un tel curriculum postule pour s'occuper d'un enfant dans une maison où aucune nounou ne durait plus de 2 mois. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?»« La famille va déménager en Suisse, monsieur. Ils m'ont proposé de m'emmener, mais j'ai préféré rester en France. Ma mère est malade et a besoin de soins. » Raphaël haussa un sourcil. C'était une réponse un peu trop commode, parfaite pour susciter la sympathie. Son instinct, le même qu'il avait transformé en l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, lui disait qu'il y avait quelque chose de plus. « Je vais être direct, madame. »« Mademoiselle, » corrigea-t-elle doucement. « Mademoiselle Dubois. Mon fils est la seule famille qui me reste depuis que j'ai perdu ma femme. Je ne tolère aucune faute. Cette maison a des règles strictes. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre tout en énumérant. « Premièrement, ne touchez à rien dans mon bureau sans autorisation expresse. Deuxièmement, ne prenez pas mon fils dans vos bras à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Troisièmement, pas de téléphone portable pendant le travail, sauf en cas d'urgence. Quatrièmement, toute correspondance ou livraison passe par moi ou par Sébastien. Cinquièmement, ne recevez aucune visite, pas même des membres de votre famille. Sixièmement, la chambre de Michel a un moniteur. Vous entendrez s'il pleure, mais ne dormez pas pendant les heures de travail. » Louise écoutait attentivement, sans montrer de surprise ni d'indignation. Ce calme irritait Raphaël. Toute personne normale protesterait contre des règles aussi strictes. « Bien compris, monsieur Montaigne. Puis-je rencontrer Michel maintenant ?» Raphaël appuya sur l'interphone. « Sébastien, amenez Michel au bureau. » En attendant, Raphaël se remit à analyser Louise. Il y avait quelque chose de familier en elle qu'il ne parvenait pas à identifier. Peut-être était-ce simplement le type de physionomie que l'on voit tous les jours dans les rues de Paris. Le majordome entra, portant un bébé aux joues roses et aux grands yeux, mais triste pour un enfant si petit. Michel ne souriait pas. Il observait tout d'un regard distant qui brisait le cœur de ceux qui n'y étaient pas habitués. « C'est Michel, » dit Raphaël, sans faire mine de prendre son fils des bras du majordome. Louise s'approcha lentement. « Bonjour, Michel. Quel joli petit garçon tu es. » À la surprise de Raphaël, Michel ne pleura pas comme il le faisait habituellement avec les étrangers. Il se contenta de fixer Louise avec curiosité. « Je peux ?» demanda-t-elle, tendant les bras vers le bébé. Raphaël hésita, mais acquiesça. Sébastien transféra Michel dans les bras de Louise qui le reçut naturellement. Au lieu de le secouer ou de faire des grimaces,
Elle le tint simplement dans ses bras, le regardant dans les yeux comme s'il conversait silencieusement. « Vous commencez aujourd'hui. Sébastien vous montrera votre chambre et les dépendances de la maison. Salaire, comme discuté avec l'agence, congé le dimanche. Tout problème, parlez-lui en premier. Merci pour l'opportunité, monsieur Montaigne. Je prendrai bien soin de Michel. » Raphaël tourna le dos, retournant à son bureau. « Vous pouvez vous retirer. » Quand la porte se referma, il soupira. Quelque chose chez cette femme le dérangeait profondément. Peut-être était-ce ce sourire trop sincère, ou la façon dont Michel ne pleurait pas dans ses bras. Dans ses affaires, Raphaël avait toujours fait confiance à son intuition, et maintenant elle lui criait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 3 heures plus tard, alors qu'il révisait des contrats dans son bureau, Raphaël entendit un son qu'il ne reconnut pas immédiatement. C'était aigu, mélodieux et joyeux. Il se leva brusquement, suivant le son jusqu'au salon. Il s'arrêta à la porte, incrédule devant la scène. Louise était à genoux sur le sol, passant un chiffon humide sur le parquet tout en fredonnant une berceuse. Michel, assis dans son parc, battait maladroitement des mains et riait. Un rire authentique, quelque chose que Raphaël n'avait pas entendu depuis des mois, depuis avant l'hôpital, depuis avant Caroline. L'homme d'affaires sentit un nœud dans la gorge. Au lieu de la joie pour le rire de son fils, il ressentit de la colère. Comment cette femme avait-elle réussi en 3 heures ce qu'il essayait depuis des mois? Quel était son secret? Ou pire, quel était son véritable intérêt? Il recula silencieusement avant d'être remarqué, retournant à son bureau à pas lourds. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Sécurité Aigle Doré, bonjour », répondit une voix grave à l'autre bout de la ligne. « Ici, Raphaël Montaigne. J'ai besoin d'une installation urgente de caméras de sécurité, aujourd'hui, les plus discrètes possibles, dans toutes les pièces. Toutes, monsieur Montaigne. Cela inclut les zones privatives comme les chambres et les salles de bain. » Raphaël hésita une seconde seulement. « Toutes. Je veux une surveillance à distance sur mon portable. Et une discrétion absolue. Oui, monsieur, nous pouvons envoyer une équipe dans l'heure. » En raccrochant, Raphaël s'assit lourdement sur sa chaise. Une partie de lui savait qu'il exagérait, mais une autre partie, celle qui avait construit un empire et l'avait protégé des escrocs et des profiteurs, lui disait qu'il était simplement prudent. Dans le couloir, le rire de Michel résonna de nouveau, suivi de la voix douce de Louise chantant « Bois d'Acara Preta ». Raphaël ferma les yeux. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas, et il découvrirait ce que c'était, quel qu'en soit le coût. Les techniciens de la sécurité Aigle Doré travaillèrent avec une efficacité surnaturelle. En moins de 4 heures, 19 caméras furent installées stratégiquement dans le manoir de Raphaël. Des micro-caméras de la taille de boutons, camouflées dans des objets décoratifs, des luminaires et même dans des ours en peluche. Quand ils partirent, il était déjà plus de 22 heures, et Raphaël avait sur son téléphone portable une application qui transformait le manoir en un reality show privé. Sébastien, le seul employé à être au courant des caméras en dehors de Raphaël lui-même, se montra visiblement mal à l'aise. « Monsieur, si vous me permettez l'audace, n'est-ce pas un peu extrême ?» Raphaël, qui observait le flux en direct de la chambre de Michel, où Louise arrangeait le berceau du garçon endormi, ne détourna pas son regard de l'écran. « Extrême, c'est de confier notre bien le plus précieux à une étrangère, Sébastien. Nous avons déjà tout vu dans cette maison. » Le majordome qui servait la famille Montaigne depuis l'époque du père de Raphaël s'éclaircit discrètement la gorge. « Votre père disait toujours que la confiance... » « Mon père n'est plus là, » coupa Raphaël sèchement. « Et il ne le serait pas s'il avait été plus prudent avec les gens qu'il a laissés entrer dans sa vie. Sébastien. » Baissa les yeux. « Comme vous voudrez, monsieur. Puis-je me retirer ?» Raphaël acquiesça, le congédiant d'un geste. Seul dans son bureau, il augmenta le volume de l'application. Louise couvrait Michel avec délicatesse, ajustant la température de la climatisation et vérifiant le babyphone. « Dors bien, petit », murmura-t-elle, arrangeant un ours en peluche à côté du garçon. « Demain, nous allons essayer à nouveau ces petits pas. » Raphaël fronça les sourcils. Michel ne marchait toujours pas, bien qu'il en eût l'âge. Les médecins disaient que certains enfants prenaient plus de temps, qu'il n'y avait pas lieu de
s'inquiéter. Mais Raphaël soupçonnait que le retard était lié à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Louise sortit de la chambre sur la pointe des pieds, laissant une petite veilleuse allumée. Raphaël passa rapidement à la caméra du couloir, puis à celle du salon, la suivant à travers les pièces de la maison. Elle s'arrêta dans la cuisine, remplit un verre d'eau et s'assit à table, sortant de son sac un livre usé par le temps. Pédagogie de l'autonomie, de Paulo Freire. Raphaël leva les yeux au ciel. Bien sûr qu'elle porterait un livre comme celui-là. Probablement une partie de la mise en scène pour paraître intellectualisée. Après quelques minutes de lecture, Louise rangea le livre, lava le verre et se dirigea vers la chambre des domestiques à l'étage inférieur. Raphaël continua de surveiller, mais elle prit simplement une douche rapide, enfila un pyjama simple et décent, passa un bref appel, apparemment à sa mère, d'après la conversation sur les médicaments et les visites médicales, et éteignit finalement les lumières pour dormir. Aucun comportement suspect, pas de photos cachées du bébé, pas d'exploration de la maison, aucune tentative d'ouvrir des tiroirs ou des armoires. Raphaël sentit une pointe de déception. Il aurait presque voulu la prendre en flagrant délit de quelque chose de condamnable pour justifier sa paranoïa. Le lendemain matin, Raphaël se réveilla en sursaut au son de son téléphone portable. Il s'était endormi sur son bureau, l'application de surveillance toujours ouverte. Sur l'écran, Louise était déjà debout, préparant le biberon de Michel dans la cuisine, tout en fredonnant doucement. Il regarda l'horloge. 6h30 du matin. « Lève-tôt », murmura-t-il pour lui-même, se frottant le visage fatigué. Les jours suivants établirent un modèle. Louise était presque irritamment compétente. Elle se levait avant tout, le monde, s'occupait de Michel avec dévotion, maintenait la maison en ordre, bien que ce ne fût pas sa fonction principale, et trouvait toujours des moyens créatifs de stimuler le bébé. Raphaël observait tout depuis son téléphone portable, cherchant des failles, des comportements suspects, tout signe que ses soupçons étaient fondés. Au lieu de cela, il ne trouvait que des scènes qui le laissaient de plus en plus confus. Louise parlait à Michel, comme s'il comprenait chaque mot, lisant des histoires, expliquant le monde autour de lui. « Regarde, Michel, c'est la lettre A, comme avion. Avion, disait-elle, montrant, un livre coloré. Un jour, tu prendras l'avion et tu verras les nuages de près. À une autre occasion, assise dans le jardin avec le bébé sur ses genoux, elle montrait les fleurs. Cette jaune est un tournesol. Tu sais pourquoi on l'appelle ainsi? Parce qu'il suit le soleil pendant la journée, toujours tourné vers lui. Exactement comme toi qui regardes toujours celui qui te parle, n'est-ce pas? Michel, qui auparavant réagissait rarement aux stimuli, souriait maintenant, babillait et même riait aux éclats lors des interactions. C'était comme si Louise avait une clé, magique pour le monde intérieur du garçon, un monde auquel Raphaël, avec toute sa fortune, ne pouvait accéder. Le 5e jour de surveillance, le premier incident qui attisa les soupçons de Raphaël se produisit. Il était en vidéoconférence lorsque l'application de surveillance, silencieuse pendant la réunion, montra Louise entrant dans son bureau. Rapidement, il mit fin à l'appel sous un prétexte quelconque et augmenta le volume. Louise nettoyait les étagères, époussetant les livres avec soin, tandis que Michel jouait sur le tapis avec des blocs colorés. C'est alors qu'elle s'arrêta devant un porte-photo. La photo montrait 3 personnes. Raphaël, ses parents et lui-même à 12 ans, devant la première grande œuvre de l'entreprise de construction, alors appelée Montaigne & Fils. Le visage de son père, Arthur Montaigne, brillait de fierté, un bras autour de son fils et l'autre à la taille de sa femme, Hélène. Louise prit le porte-photo, l'observant avec une expression que Raphaël ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était pas la curiosité typique d'une commère, ni le calcul de quelqu'un cherchant des informations à exploiter. C'était quelque chose de plus intime, presque comme de la reconnaissance. « Quelle jolie famille !» murmura-t-elle pour elle-même, passant doucement ses doigts sur le verre. Puis, regardant Michel sur le sol, elle ajouta à voix basse « Tu as le même regard que lui et la même bonne manière. » Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lui qui? Son père? Comment pouvait-elle savoir quelle était le manière d'Arthur Montaigne? L'homme d'affaires était mort il y a presque 7 ans, bien avant la naissance de Michel. Il était impossible que Louise l'ait connu. La nounou remit le porte-photo à sa place exacte
et continua le nettoyage. Quelques minutes plus tard, elle quitta le bureau avec Michel dans ses bras, refermant la porte avec précaution. Raphaël resta paralysé, fixant l'écran de son téléphone portable, son esprit travaillant sur d'éventuelles explications. Peut-être faisait-elle simplement une observation générique sur la ressemblance familiale. Peut-être que lui faisait référence à Raphaël lui-même. Mais son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de plus dans ces mots. Pendant 3 jours encore, il observa Louise avec une attention redoublée. Son comportement restait impeccable. Chaque matin, elle faisait des exercices de stimulation avec Michel, jeux de coordination motrice, chansons avec des gestes pour développer le langage, massage doux pour renforcer les muscles des jambes. « Allons, petit », disait-elle, tenant les petites mains de Michel tandis qu'il essayait de se tenir debout. « Un de ces jours, tu feras tes premiers pas, et ce sera le jour le plus heureux de la vie de ton père. » Raphaël, qui assistait à la scène depuis son téléphone portable pendant une réunion dans le centre de Paris, sentit un nœud dans la gorge. Serait-ce vraiment le jour le plus heureux de sa vie? Il se souvenait à peine de la dernière fois qu'il avait ressenti un vrai bonheur. Peut-être à la naissance de Michel, avant que tout ne s'écroule avec les complications de l'accouchement de Caroline. Ce soir-là, il rentra plus tôt à la maison. Il voulait voir son fils en personne, pas à travers des écrans. Lorsqu'il entra dans le salon, il trouva une scène qui semblait sortie d'une vie qui n'était pas la sienne. Louise était assise par terre avec Michel, une petite bassine d'eau tiède entre eux, diverses miniatures de bateaux colorés flottaient sur l'eau, et le bébé battait la surface, créant des vagues et riant au mouvement des jouets. « Regardez qui est là !» s'exclama Louise en voyant Raphaël. « C'est papa, Michel !» Le bébé regarda en direction de son père, mais reporta vite son attention sur les petits bateaux, sans manifester un grand enthousiasme pour la présence paternelle. Raphaël sentit une pointe de jalousie, quelque chose qu'il n'aurait jamais admis à voix haute. « Nous jouons aux marins », expliqua Louise. « Cela aide à la coordination motrice et à la perception de cause à effet. » Raphaël se contenta d'acquiescer, incapable de trouver les mots appropriés. Une partie de lui voulait se joindre au jeu, s'asseoir par terre à côté de son fils. Une autre partie, celle qui commandait sa vie depuis des années, le maintenait rigide et distant. « Si monsieur souhaite participer, » offrit Louise timidement. « J'ai du travail à faire, » répondit-il sèchement, se tournant vers le couloir. Avant de partir, cependant, il ne put s'empêcher de demander « Depuis combien de temps travaillez-vous comme nounou, mademoiselle Dubois ?» Louise parut momentanément confuse par la question inattendue. « Depuis presque 15 ans, monsieur. Pourquoi ?»« Curiosité, » répondit-il, étudiant sa réaction. « Vous semblez jeune pour tant d'expérience. »« J'ai commencé tôt, sourit-elle. Encore adolescente, en m'occupant des enfants des voisins dans le quartier où j'ai grandi, à la Courneuve. » Raphaël haussa les sourcils. La Courneuve, une des plus grandes banlieues de Paris, semblait un monde éloigné du sien. Comment quelqu'un venu de là avait-il pu arriver au manoir de Neuilly-sur-Seine? Plus important, qu'est-ce qui l'amenait spécifiquement chez lui? « Bonsoir, mademoiselle Dubois, » dit-il finalement, se retirant dans son bureau. Là, seul avec ses pensées, Raphaël se remit à observer les caméras. Pendant le bain nocturne de Michel, il entendit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Les mots de Louise résonnaient dans l'esprit de Raphaël, tandis qu'il se tournait et se retournait dans son lit, incapable de s'endormir. « Ta mère était magnifique, tu sais, et ton grand-père. Ton grand-père était la personne la plus généreuse que j'ai connue. Tu grandiras avec son cœur. » Ces phrases murmurées alors qu'elle baignait Michel se répétaient comme un disque rayé dans son esprit. Comment Louise pouvait-elle connaître son père? Comment pouvait-elle parler de la beauté de Caroline, qui n'avait jamais permis de photos d'elle dans des magazines ou sur les réseaux sociaux? La possibilité la plus évidente, que Louise enquêtait sur sa famille via Internet, n'expliquait pas le ton intime, presque nostalgique, avec lequel elle parlait d'eux. À 3 heures du matin, il renonça à dormir. Il se leva, enfila sa robe de chambre et descendit à la cuisine pour préparer un café. En chemin, il s'arrêta devant la porte de la chambre de Michel, entr'ouverte comme toujours la nuit. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, voyant son fils dormir sereinement, sa poitrine montant et descendant à un rythme tranquille. Pendant quelques minutes, Raphaël resta là, observant ce petit être qui portait son sang, mais qui lui semblait parfois aussi étrange qu'un inconnu dans la rue.
Comment pouvait-il aimer tant quelqu'un et, en même temps, se sentir si distant? Caroline saurait quoi faire. Caroline transformerait cette distance en connexion avec un mot magique, un geste que seule elle connaissait. Mais Caroline n'était plus là, et il devait trouver son propre chemin. Dans la cuisine, en attendant que l'eau bouille, ses yeux tombèrent sur le sac de Louise, laissé sur une chaise. Une voix intérieure lui disait que fouiller les affaires de la nounou était descendre à un niveau trop bas, même pour ses standards actuels de paranoïa. Une autre voix, cependant, celle qui le protégeait depuis des années, insistait sur le fait que son devoir était de protéger Michel, et qu'une intuition sans action n'était qu'une hésitation lâche. Après un moment de conflit interne, la seconde voix l'emporta. Avec des mouvements silencieux, il s'approcha du sac. Il était simple, en simili-cuir marron, sans marque ni extravagance. Raphaël ouvrit la fermeture éclair principale avec précaution pour ne pas faire de bruit. À l'intérieur, il trouva des objets courants, portefeuille, clés, un petit étui, un maquillage, un paquet de mouchoirs, un livre de poche déjà mentionné, quelques papiers pliés qui semblaient être des factures et un petit flacon de parfum bon marché. Rien qui suggérait une intention malveillante. Il était sur le point de refermer le sac lorsque ses doigts touchèrent quelque chose de métallique au fond. Il tira l'objet et sentit son cœur s'accélérer. C'était un médaillon en argent ovale, de la taille de sa paume, accroché à une chaîne délicate. La pièce était ancienne, avec des détails travaillés à la main selon des motifs qui rappelèrent des feuillages, et un petit loquet, sur le côté, indiquait qu'il pouvait être ouvert. Les mains tremblantes, Raphaël pressa le loquet. Le médaillon s'ouvrit en deux moitiés, révélant deux photographies en noir et blanc, protégées par un verre transparent. D'un côté, il y avait une jeune femme tenant un bébé. De l'autre, l'image qui faillit faire tomber l'objet à Raphaël, son père, Arthur Montaigne, étreignant une femme qu'il ne connaissait pas. La photographie était ancienne, probablement des années 80 d'après le style des vêtements. Son père semblait avoir une quarantaine d'années, le visage plus jeune que dans les souvenirs de Raphaël, mais indubitablement lui. Tarnita, femme à ses côtés, était noire, belle, avec un sourire timide et des yeux qui transmettaient une dignité silencieuse. Ce n'était pas une pose romantique. Ils étaient côte à côte comme des connaissances, peut-être des amis. Mais il y avait quelque chose dans l'expression des deux qui suggérait une intimité, comme un secret partagé. Raphaël ferma le médaillon d'un claquement sec et le remit rapidement dans la bourse, réorganisant tout comme il l'avait trouvé. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était cette femme? Pourquoi Louise avait-elle une photo d'elle avec son père? Et plus troublante encore, quel rapport cela avait-il avec l'arrivée de Louise chez lui? Le sifflement de la bouilloire le tira de ses pensées. Il prépara le café machinalement, retournant à son bureau avec la tasse chaude. Il alluma l'ordinateur et ouvrit les dossiers de l'entreprise, spécifiquement le département des ressources humaines. Montaigne Construction existait depuis plus de 4 décennies. Si cette femme avait eu un lien professionnel avec son père, il devait y avoir des registres. Il passa les heures suivantes à fouiller les archives numérisées des employés des années 80 et 90. Rien. Il élargit sa recherche aux prestataires de services, consultants, partenaires commerciaux. Il ne trouva rien non plus. Lorsque le soleil commença à se lever, il réalisa qu'il suivait la mauvaise approche. Si la relation était professionnelle, son père ne serait pas enlacé de cette manière avec la femme sur une photographie gardée dans un médaillon. À 7 heures du matin, Raphaël entendit des mouvements au rez-de-chaussée. Grâce à l'application de surveillance, il vit Louise déjà éveillée, préparant le petit déjeuner de Michel. Son efficacité habituelle lui semblait maintenant sinistre, comme si elle cachait un plan plus vaste. Il descendit les escaliers, sentant le poids de la fatigue et de la méfiance. En entrant dans la cuisine, il trouva Michel déjà dans sa chaise haute, mangeant des morceaux de banane pendant que Louise préparait de la bouillie sur la cuisinière. Le bébé sourit en le voyant, un événement encore suffisamment rare pour être notable. « Bonjour, monsieur Montaigne », salua Louise, sans montrer le moindre signe de nervosité ou de culpabilité. « Vous semblez fatigué. Nuit difficile ?» Raphaël marmonna quelque chose d'inintelligible en réponse, se servant du café. Il l'observait du coin de l'œil, cherchant le moindre signe qu'elle soupçonnait qu'il avait fouillé ses affaires. « Michel a dormi toute la nuit », continua-t-elle, ajustant le bavoir du bébé.
Nous faisons des progrès avec les routines de sommeil. Tant mieux, répondit-il sèchement, essayant d'organiser ses pensées. Devait-il la confronter immédiatement à propos du médaillon, enquêter davantage avant d'agir, ou simplement la renvoyer sans explication, comme il l'avait fait avec les précédentes? La matinée s'écoula, Raphaël étant partagé entre ses obligations professionnelles et la surveillance obsessive de Louise via les caméras. Chaque geste d'elle semblait désormais chargé de significations cachées. La façon dont elle parlait à Michel sur un ton confidentiel, comme si elle partageait des secrets. Comme elle devenait parfois pensive, regardant par la fenêtre le jardin. Même son efficacité semblait faire partie d'une performance élaborée. En fin d'après-midi, il reçut un appel qui le força à quitter la maison pour une réunion d'urgence avec des investisseurs étrangers. Avant de partir, il s'arrêta dans le salon où Louise jouait avec Michel sur le tapis. « Je dois partir pour une réunion », annonça-t-il, plus pour l'informer qu'il surveillerait tout à distance que par considération. « Je ne sais pas à quelle heure je reviens. »« Soyez tranquille, monsieur Montaigne, » répondit Louise avec son sourire serein habituel. « Je m'occuperai de tout. » En route pour le centre financier de Paris, Raphaël ne parvenait pas à se concentrer sur le dossier de la réunion. Son esprit était à l'hôtel particulier, avec Louise et ses mystères. Qui était-elle vraiment? Que voulait-elle? La réunion avec les investisseurs japonais s'éternisa pendant près de 4 heures. Malgré la fatigue, Raphaël maintint sa façade d'homme d'affaires confiant et concentré, tout en vérifiant périodiquement l'application de surveillance sur son téléphone, discrètement sous la table. À l'un de ces moments, il vit quelque chose qui faillit le faire se lever au milieu de la présentation d'un des cadres. Louise était dans la chambre de Michel, assise dans le fauteuil à côté du berceau, avec un album de photographies sur les genoux. Un album que Raphaël reconnut immédiatement, l'album personnel de Caroline, qu'il gardait dans sa propre chambre, dans le tiroir de sa table de chevet. Comment Louise avait-elle eu accès à cela? C'était une invasion flagrante de l'intimité la plus profonde de la famille. Raphaël marmonna une excuse quelconque et quitta la salle de réunion se dirigeant vers les toilettes pour regarder la scène avec le son. « Regarde, Michel, » disait Louise doucement, montrant les photos au bébé sur ses genoux. « C'est ta maman à l'université. Elle a étudié l'architecture, tu savais? C'est comme ça qu'elle a rencontré ton papa. Et ici, regarde comme elle est belle, le jour de leur mariage. » Raphaël sentit son estomac se nouer. Comment osait-elle? Ses souvenirs étaient sacrés, précieusement conservés pour le jour où Michel serait assez grand pour comprendre la perte qu'il avait subie si tôt dans sa vie. « Ta maman adorait les fleurs, » continuait Louise, pointant une photo de Caroline dans un jardin. « Surtout les orchidées. Un jour, quand tu seras plus grand, nous en planterons quelques-unes dans le jardin pour elle, d'accord ?» C'était trop. Raphaël éteignit son téléphone, incapable de continuer à regarder. Il devait rentrer immédiatement, confronter Louise, exiger des explications, mais il devait d'abord terminer cette maudite réunion. Lorsqu'il parvint enfin à clore le rendez-vous, il était déjà plus de 9 heures du soir. Il roula sur le boulevard périphérique au-dessus de la limite de vitesse, ignorant le trafic encore dense. Il arriva à l'hôtel particulier peu après 22 heures, gara sa voiture n'importe comment devant l'entrée. En entrant, la maison était silencieuse. Sur l'application, il vit que Michel dormait déjà et que Louise se trouvait dans la cuisine, préparant ce qui semblait être le déjeuner du lendemain. Il s'y dirigea d'un pas ferme, déterminé à obtenir des réponses. Lorsqu'il entra dans la cuisine, Louise leva les yeux de la planche où elle coupait des légumes, surprise par son arrivée abrupte. « Monsieur Montaigne, je ne vous ai pas entendu arriver. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose à manger ?» Raphaël ignora la question. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Avec l'album photo de ma défunte épouse. Le visage de Louise pâlit légèrement, mais elle garda son sang-froid. J'ai pensé qu'il serait important pour Michel de connaître sa mère, même si ce n'est qu'à travers des photos. Je suis désolé si j'ai dépassé une limite. Comment saviez-vous où trouver l'album? Pressa Raphaël, s'approchant. Louise baissa les yeux vers la planche. Sébastien a mentionné que vous gardiez des souvenirs dans votre chambre. J'ai pensé que Michel avait le droit de connaître sa mère. C'était une explication plausible. Sébastien travaillait pour la famille depuis des décennies et connaissait chaque recoin de la maison. Mais quelque chose dans le ton de Louise sonnait faux, répété. Et comment saviez-vous que Caroline avait étudié l'architecture, qu'elle aimait les orchidées?
Cette fois, Louise parut sincèrement confuse. « C'est écrit dans les légendes des photos, monsieur. Madame Caroline écrivait de petits commentaires à côté de chaque image. J'ai trouvé ça beau de partager ça avec son fils. » Raphaël se sentit momentanément désarmé. Il était vrai que Caroline avait l'habitude d'écrire des légendes détaillées dans ses albums, quelque chose qu'il n'avait pas lui-même revisité depuis des mois à cause de la douleur que les souvenirs lui causaient. « Je ne veux pas que vous touchiez aux affaires personnelles de la famille sans mon autorisation expresse, » dit-il finalement, sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Je comprends, monsieur. Cela ne se reproduira plus. » Raphaël l'observa reprendre la préparation des aliments, apparemment inébranlable par la réprimande. Ce calme l'irritait profondément. Il voulait la déstabiliser, la faire révéler ce qu'elle cachait. « D'où venez-vous, mademoiselle Silva ?» La question abrupte fit Louise faire une brève pause avant de répondre. « Je suis née à Saint-Denis, comme je l'ai mentionné, mais j'ai grandi dans plusieurs endroits. Ma mère travaillait comme femme de ménage et nous déménagions selon ses emplois. »« Nous déménagions? Vous avez des frères et sœurs ?»« 2 sœurs aînées, » répondit-elle, rangeant les légumes coupés au réfrigérateur. « Elles vivent toutes les deux à la campagne maintenant, avec leur propre famille. »« Et votre mère? Vit-elle toujours ?» Un éclair d'émotion traversa le regard de Louise. « Oui, mais elle est malade, des problèmes cardiaques. » Raphaël sentit qu'il approchait de quelque chose d'important. « Quel est son nom ?»« Conception Silva. » Et avant de se marier? Louise hésita. « Ma mère ne s'est jamais mariée, monsieur Montaigne. » Raphaël hocha lentement la tête, assimilant l'information. Il y avait quelque chose là, au bout de sa langue, une connexion qu'il ne parvenait pas à faire complètement. « Bonne nuit, mademoiselle Silva, » dit-il enfin, se retirant. Dans sa chambre, allongé dans l'obscurité, Raphaël continuait de ruminer le mystère. Le médaillon, la photo de son père avec une inconnue, les mots énigmatiques sur la générosité, de son père sur Michel ayant le même regard que lui. Toutes les pièces étaient là, mais il ne parvenait pas à les assembler. Quand il s'endormit enfin, il rêva de son père. Dans le rêve, Arthur Montaigne le regardait avec une expression déçue, comme si Raphaël avait échoué à voir quelque chose d'évident, quelque chose d'important. « Tu as toujours été doué pour les chiffres, » disait le père dans le rêve, « mais aveugle aux gens. » Il se réveilla en sursaut au son de rire. Il était presque 9 heures du matin, il avait dormi bien au-delà de son heure habituelle. Les rires venaient du salon. Il prit son téléphone pour vérifier les caméras et vit une scène qui fit battre son cœur plus vite. Sur l'écran du téléphone, Raphaël vit Michel debout, se tenant précairement aux mains de Louise, qui était accroupie devant lui. Le bébé se balançait d'avant en arrière, comme s'il testait son propre équilibre, avec une détermination nouvelle sur son petit visage généralement apathique. « Allez, mon courageux !» encourageait Louise, son visage illuminé par un sourire sincère. « Tante Louise est juste ici. Viens !» Raphaël sauta du lit en filant sa robe de chambre à la hâte. Il ne voulait pas manquer ce moment, Michel essayant enfin de faire ses premiers pas. Il courut dans le couloir, mais s'arrêta brusquement à la porte du salon, se cachant derrière le mur pour observer la scène sans être remarqué. Louise avait reculé de quelques pas, accroupie, les bras ouverts vers Michel. Le garçon était debout, tremblant légèrement, agrippé à la table basse. « Regarde ce que j'ai ici », chanta Louise, montrant l'ourson préféré de Michel. « Zé Peluche a hâte de te faire un câlin. » Michel sourit, tapant maladroitement des mains, ce qui le fit perdre l'équilibre et faillit tomber. Rapidement, il se raccrocha à la table, mais au lieu d'abandonner, il fit quelque chose que Raphaël n'oublierait jamais. Il lâcha une main de la table, puis l'autre, restant debout seul pendant quelques secondes hésitantes. « C'est ça !» s'exclama Louise. « Tu y arrives, mon champion !» Michel fit un premier pas tremblant, puis un autre, et un autre. Au 5e pas, il perdit l'équilibre et tomba en avant, mais Louise était déjà là pour le rattraper, le soulevant dans une étreinte serrée et le faisant tournoyer dans les airs. « Tu as réussi, tu as réussi !» répétait-elle émue. « Tes premiers pas, papa sera si fier. » Raphaël, observant depuis la porte, sentit un torrent d'émotions contradictoires. Fierté pour son fils, oui, une fierté si immense qu'elle tenait à peine dans sa poitrine, mais aussi une douleur profonde, une sensation de perte irréparable. Les premiers pas de son fils avaient été pour une autre personne, pas pour lui, qui avait tant sacrifié pour protéger Michel, mais pour Louise, une étrangère entrée dans leur vie.
Il y a moins de 2 semaines. Il sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Il n'avait pas pleuré depuis l'hôpital, depuis le jour où il avait tenu la main froide de Caroline pour la dernière fois. Maintenant, les vannes s'ouvraient à nouveau, mais pour une raison qu'il ne parvenait pas à nommer complètement. Était-ce la joie pour son fils, la tristesse de l'absence de Caroline à ce moment-là, ou, plus troublant, de la jalousie envers Louise? Il recula silencieusement vers sa chambre, incapable d'entrer dans le salon et de feindre la surprise, incapable de partager ce moment sans révéler sa surveillance constante. Il s'assit sur le lit, essuyant ses larmes du revers de la main. Quand son téléphone sonna, il lui fallut quelques secondes pour enregistrer le son. « Allô ?» répondit-il, la voix encore étranglée. « Monsieur Montaigne, ici Maurice de la direction. Nous avons un problème avec le projet Marseille. Le maire menace de révoquer la licence si nous n'augmentons pas la contrepartie sociale. » Raphaël inspira profondément, se forçant à reprendre son rôle d'homme d'affaires implacable. « Je vais régler ça. Je serai au bureau dans 1 heure. » Il raccrocha et entra dans la salle de bain pour se laver le visage. Dans le miroir, il vit de profondes cernes, une barbe de plusieurs jours, le regard d'un homme au bord de l'effondrement. Ce n'était pas ainsi que son père l'avait élevé. Arthur Montaigne affrontait les crises la tête haute, ne montrant jamais de faiblesse. Un leader porte le poids des autres, avait-il l'habitude de dire. Pas l'inverse. En s'habillant, Raphaël prit une décision. Cette nuit-là, il confronterait Louise. Il exigerait des réponses sur le médaillon, sur sa connaissance de sa famille, sur ses véritables intentions. Il mettrait fin à ce jeu de mystère et de demi-vérité. Au bureau de l'entreprise de construction, au 42e étage de l'un des plus imposants immeubles de la Défense, Raphaël tentait de se concentrer sur les négociations avec la mairie de Marseille. Mais son esprit ne cessait de revenir à l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, à la scène des premiers pas de Michel, aux énigmes qui entouraient Louise Silva. Pendant la réunion avec les avocats de l'entreprise, il se surprit à vérifier compulsivement l'application de surveillance. Il voyait Louise et Michel dans le jardin, elle montrant des fleurs et des insectes au bébé, qui essayait maintenant de faire des petits pas en s'appuyant sur ses mains. Dans une scène particulièrement émouvante, Michel désigna un colibri et balbutia quelque chose qui ressemblait à « oiseau ». « C'est ça, Michel !» s'exclama Louise enchantée. « C'est un colibri, colibri !»« Monsieur Montaigne ?» La voix de l'avocat principal ramena Raphaël à la réalité. « Êtes-vous d'accord avec l'approche ?» Il hocha automatiquement la tête, sans avoir la moindre idée de ce qu'il approuvait. Ses subordonnés échangèrent des regards inquiets. Le redoutable Raphaël Montaigne, connu pour son attention impeccable aux détails, semblait à des kilomètres de là. Quand la réunion se termina, son assistant s'approcha prudemment. « Tout va bien, monsieur ? Vous semblez distrait. »« Je vais très bien, » coupa Raphaël se levant. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. Je vais travailler de chez moi. » Sur le chemin du retour, conduisant sa Porsche dans les rues encombrées de Paris, Raphaël ne pouvait s'empêcher de penser au médaillon. La photo de son père avec cette femme inconnue était la pièce maîtresse du puzzle. Qui était-elle? Une employée? Une amie? Quelque chose de plus? Et Louise? Comment s'inscrivait-elle dans tout cela? La possibilité la plus évidente était que la femme sur la photo fût sa mère, Conception. Mais si c'était le cas, quelle était la nature de sa relation avec Arthur Montaigne? Et pourquoi Louise s'occuperait-elle maintenant de Michel, comme si elle complétait un cercle invisible? En arrivant à l'hôtel particulier, il trouva la maison silencieuse. Grâce à l'application, il vit que Michel faisait sa sieste de l'après-midi et que Louise en profitait pour organiser la chambre du bébé, pliant les vêtements et rangeant les jouets, avec l'efficacité tranquille qui la caractérisait. Raphaël se dirigea directement vers le bureau, ferma la porte et ouvrit le tiroir inférieur du bureau où il gardait des documents personnels. Parmi des dossiers et de vieilles enveloppes, il trouva ce qu'il cherchait, une boîte en bois sculpté qui avait appartenu à son père. À l'intérieur, il y avait des lettres, quelques reçus, des documents familiaux et un petit carnet de notes personnelles d'Arthur. Il feuilleta le carnet cherchant toute mention d'une conception ou référence à des employés spéciaux. Mais les notes concernaient principalement les affaires, quelques réflexions philosophiques et de brèves mentions de moments familiaux.
Il était sur le point d'abandonner lorsqu'une enveloppe tomba d'entre les pages. Elle était ancienne, jaunie, avec la calligraphie formelle de son père à l'extérieur. Pour Raphaël, à ouvrir après mon départ. Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment n'avait-il jamais vu cette enveloppe auparavant? Aurait-elle toujours été là, attendant le bon moment pour être trouvée? Avec des doigts tremblants, il l'ouvrit délicatement et en sortit une feuille de papier pliée écrite à la main. Avant qu'il ne puisse commencer à lire, il entendit de doux coups à la porte. « Monsieur Montaigne, Michel est réveillé et demande son papa. » Raphaël rangea rapidement la lettre dans le tiroir. « J'arrive. » Dans la salle de jeu, il trouva Michel assis sur le tapis, entouré de blocs colorés. En voyant son père, le bébé sourit. Un sourire qui, Raphaël le réalisa avec une pointe de culpabilité, devenait plus fréquent grâce à Louise, pas à lui. « Bonjour, champion, » dit-il, s'accroupissant à côté de son fils. Hésitant, il tendit les bras. À sa surprise, Michel vint dans ses bras sans protester. « Il a passé une excellente journée aujourd'hui, » commenta Louise, restant à une distance respectueuse. « Tu veux raconter à papa ce que tu as fait, Michel ?» Raphaël sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas qu'il avait déjà tout vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sourire de Louise était sincèrement heureux, sans aucune trace de fausseté ou d'arrière-pensée que Raphaël cherchait tant. Il a fait ses premiers pas, 5 petits pas d'affilée, sans soutien. 5 pas, répéta Raphaël, feignant la surprise tout en serrant son fils dans ses bras. C'est incroyable, Michel. Papa est si fier de toi. Le bébé applaudit, comme s'il comprenait l'importance de sa propre réussite. Raphaël réalisa qu'il souriait, un sourire véritable, le premier depuis longtemps. « On va montrer à papa ?» suggéra Louise, tendant les mains vers Michel, qui se contorsionna immédiatement dans les bras de son père, voulant aller au sol. Raphaël posa son fils sur le tapis, l'aidant à se tenir debout. Louise recula de quelques pas et s'accroupit, ouvrant les bras. « Viens, Michel, viens avec tante Louise. » Le bébé fit 2, pas hésitant et s'arrêta incertain. Il regarda son père comme s'il demandait la permission ou l'encouragement. « Vas-y, mon fils, » dit Raphaël doucement. « Tu peux le faire. » Avec ces mots, Michel sourit et fit 3 pas décidés vers lui, tombant dans ses bras avec un rire délicieux. Raphaël serra son fils, ressentant un bonheur si intense qu'il frôlait la douleur. Comment avait-il pu perdre autant de temps obsédé par les méfiances au lieu de vivre des moments comme celui-ci? Quand il leva les yeux, il vit Louise les observer avec un regard qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Il y avait de la tendresse là, certainement, mais aussi quelque chose de plus profond, comme si elle accomplissait une mission importante, comme si elle assistait à l'achèvement de quelque chose qui avait commencé bien avant. Ce regard ralluma toutes ses suspicions. La lettre dans le tiroir, le médaillon avec la photo de son père, les commentaires énigmatiques sur la bonne manière d'Arthur Montaigne. Tout était lié d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement, mais il était déterminé à découvrir. Ils passèrent l'après-midi à jouer avec Michel. Raphaël annula quelques appels importants, décidant de privilégier son fils pour la première fois depuis longtemps. Il observait attentivement Louise, notant la naturalité avec laquelle elle interagissait avec Michel, la gentillesse sincère de ses gestes, la patience infinie face aux tentatives et erreurs du bébé. Cela ne semblait pas être une mise en scène. Si Louise avait un motif caché pour être là, ce n'était pas un motif malveillant. Cela devenait de plus en plus clair pour Raphaël. Mais alors, quel était-il? Lorsque la nuit tomba et que Michel fut couché, Raphaël savait qu'il était temps pour la confrontation qu'il avait trop longtemps repoussée. Il trouva Louise dans la cuisine, préparant une tasse de thé pour elle-même. « Mademoiselle Silva, pouvons-nous parler dans le bureau ?» demanda-t-il, gardant un ton neutre. Elle hocha la tête, le suivant en silence. Dans le bureau, Raphaël ferma la porte et lui indiqua un fauteuil pour s'asseoir. Lui-même resta debout, les mains dans les poches pour dissimuler sa nervosité. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer, » dit-il, saisissant la télécommande du téléviseur fixé au mur. Il pressa quelques boutons et l'écran s'alluma, affichant des images en direct de plusieurs pièces de la maison. Le visage de Louise pâlit visiblement. « Ce sont des caméras ?»« Installées dans toutes les pièces le lendemain de votre arrivée, » confirma Raphaël, observant sa réaction. « Je surveille tout ce qui se passe dans cette maison. » Louise porta la main à sa bouche,
semblant sincèrement choqué. « C'est une invasion de la vie privée, monsieur Montaigne. »« Ma maison, mes règles, » répliqua-t-il froidement. « Je vous ai vu trouver la photo de ma famille et commenter le bon naturel de mon père. Je vous ai vu dire à Miguel que votre grand-père était la personne la plus généreuse que j'ai connue. Je vous ai vu prendre l'album de Caroline sans permission. » Des larmes commencèrent à monter aux yeux de Louise, mais elle garda son calme. « Je comprends votre méfiance, monsieur, mais il n'y avait pas besoin de cela. Vous auriez pu simplement me le demander. »« Je vous le demande maintenant, » dit Raphaël, se penchant sur la table. « J'ai vu le médaillon dans votre sac, Louise. La photo de mon père avec une femme que je ne connais pas. Je veux savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous faites dans ma maison. » Louise ferma les yeux un instant, comme pour prendre courage. Quand elle les rouvrit, il y avait une résignation dans son regard, comme si le moment qu'elle redoutait tant était enfin arrivé. « J'avais l'intention de tout vous raconter au bon moment, » dit-elle à voix basse, « quand il y aurait eu de la confiance entre nous, quand vous auriez été prêt à écouter. »« J'écoute maintenant, » insista Raphaël, croisant les bras. Louise respira profondément. « Je suis venu ici pour tenir 2 promesses, monsieur Montaigne, et je crois qu'il est temps de révéler lesquelles. » Un lourd silence plana dans le bureau. Raphaël s'assit lentement sur la chaise derrière le bureau, sans quitter Louise des yeux. La révélation qu'il était sur le point d'entendre semblait suspendue dans l'air entre eux, comme une bulle sur le point d'éclater. « J'attends, » dit-il finalement, essayant de garder une voix ferme. Louise se réajusta sur le fauteuil, les mains serrées l'une contre l'autre. « La première promesse a été faite à ma mère, » commença-t-elle, la voix basse mais claire. « La femme sur la photo avec votre père. » Raphaël sentit un serrement dans la poitrine. Sa suspicion était correcte. Qui est-elle? Comment connaissait-elle mon père? Ma mère, Conception Dupont, a travaillé dans cette maison pendant près de 10 ans, expliqua Louise. De 1982 à 1991, elle était femme de ménage et aidait occasionnellement à la cuisine. Raphaël fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il était adolescent à cette époque, puis jeune adulte partant à l'université. Il se souvenait vaguement des employés qui passaient par la maison, mais aucune ne se distinguait dans ses souvenirs. « Ma mère était veuve, » continua Louise. « Mon père a eu un accident dans le bâtiment quand j'avais seulement 2 ans. Elle s'est retrouvée seule avec 3 petites filles, mes sœurs Angélique et Déborah, et moi, la plus jeune. Ses mains allèrent instinctivement à son cou, comme si elle cherchait le médaillon qui était maintenant rangé dans son sac. C'est votre père qui nous a sauvés, monsieur Montaigne, non seulement en donnant du travail à ma mère, mais... » Elle hésita, comme si elle cherchait les mots justes. En 1985, ma mère a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine, un essoufflement. Elle avait un grave problème cardiaque qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente. Nous n'avions pas d'argent, pas d'assurance maladie, et le système public était encore très récent et désorganisé. Raphaël écoutait en silence. Il n'avait que de vagues flashs de souvenirs de cette époque. Il était absorbé par son propre monde adolescent, préoccupé par les examens d'entrée à l'université et ses amis. Votre père a remarqué que quelque chose n'allait pas quand ma mère a failli s'évanouir en nettoyant cette même pièce. Louise fit un geste autour d'elle. Il l'a emmenée personnellement à l'hôpital et quand il a appris la situation, il a non seulement payé l'opération mais a couvert toutes les dépenses médicales ultérieures. Une larme coula sur le visage de Louise. Il nous rendait visite à l'hôpital. Il m'apportait des bonbons, à mes sœurs et à moi. Il disait que nous étions fortes comme notre mère. Quand elle a été autorisée à rentrer chez elle, votre père a créé un fonds pour l'aider avec les médicaments et s'assurer que nous puissions continuer à étudier. Le nœud dans la gorge de Raphaël se serra. Cela ressemblait exactement à quelque chose qu'Arthur Montaigne ferait. Son père, derrière la façade d'un homme d'affaires coriace, avait un cœur énorme. « Le médaillon » commença-t-il. « C'était un cadeau de sa part à ma mère » confirma Louise, avec un petit sourire nostalgique. Le jour où elle est sortie de l'hôpital, il a dit que c'était un symbole d'espoir, qu'elle devrait toujours le garder près d'elle pour se souvenir que les jours meilleurs viennent toujours après les tempêtes. Raphaël se souvint de la lettre cachée dans le tiroir. Les pièces commençaient à s'assembler. Ma mère le considérait comme un « hinge », poursuivit Louise. Elle disait toujours que sans Arthur Montaigne,
Elle n'aurait pas vécu pour voir ses filles grandir. Quand elle est retombée malade, l'année dernière, elle m'a fait promettre que, si un jour je le pouvais, je lui rendrais sa bonté. C'était sa façon d'honorer la mémoire de celui qui lui avait donné une seconde chance. « Et la deuxième promesse ?» demanda Raphaël, sa voix plus douce maintenant, le scepticisme initial commençant à se dissiper. Louise respira profondément comme pour rassembler son courage. « La deuxième promesse a été faite à votre épouse, Caroline. » Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ?» Le mot sortit presque sans son. « Il y a un peu plus d'1 an, je travaillais comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Louis, » expliqua Louise. « J'étais en dernière année de faculté d'infirmière, en stage au service d'obstétrique. » Un frisson parcourut l'échine de Raphaël. Le Saint-Louis, le même hôpital où Caroline avait été admise pour des complications lors de l'accouchement. Le 15 septembre de l'année dernière, une patiente est arrivée en travail d'accouchement prématuré. Caroline Mercier. Louise prononça le nom avec respect, presque révérence. Il y a eu de graves complications, une hémorragie post-partum que les médecins ne parvenaient pas à contrôler. Raphaël ferma les yeux. La douleur de ce jour était encore vive, lancinante. « J'étais de garde cette nuit-là, » continua Louise doucement. « J'ai aidé à la préparer pour la chirurgie d'urgence. Elle était consciente mais très faible, inquiète, pas pour elle-même, mais pour le bébé qu'elle venait de mettre au monde. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Raphaël. Il ne fit aucun effort pour les retenir. Quand on l'emmenait au bloc opératoire, Caroline a attrapé ma main. La voix de Louise trembla légèrement. Elle savait que la situation était grave. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Si je ne reviens pas, quelqu'un doit prendre soin de mon bébé. Le père est un homme bon, mais il est perdu sans moi. S'il vous plaît, dites-lui que Miguel a besoin d'amour, pas seulement de protection. » Raphaël sanglota, les souvenirs l'étouffant. Caroline l'avait toujours mieux connu que lui-même. Elle avait toujours su que, sans elle, il se refermerait dans une carapace de peur et de protection excessive. Ce furent les dernières choses qu'elle dit avant d'entrer en chirurgie. Louise baissa les yeux. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais... « Je sais, » interrompit Raphaël, incapable d'entendre la conclusion qui avait brisé sa vie. « Ces mots m'ont hanté pendant des jours, » continua Louise après une brève pause. « Je ne savais pas qui vous étiez, ni comment vous trouver, jusqu'à ce que je voie votre nom de famille sur son dossier. Montaigne. Je me suis demandé s'il y avait un lien avec Arthur Montaigne, l'homme qui avait sauvé ma mère, des décennies auparavant. » Elle entrelaça ses doigts comme pour organiser ses pensées. « Quand j'ai fait des recherches et découvert que vous étiez son fils, j'ai compris cela comme un signe, comme si le destin avait bouclé la boucle. Mais vous avez perdu votre emploi à l'hôpital. » Raphaël se souvint de l'histoire qu'elle avait racontée auparavant. Louise acquiesça. « J'ai été licencié parce que j'avais dépassé les limites professionnelles. J'étais obsédé par le cas, cherchant des informations sur vous et Miguel, essayant de savoir comment vous alliez. Une superviseuse l'a remarqué et l'a interprété comme un comportement inapproprié. Et puis vous avez vu l'annonce de l'offre d'emploi, compléta Raphaël. Pas immédiatement, corrigea-t-elle. J'ai passé des mois à travailler dans d'autres hôpitaux, mais cette promesse ne me laissait pas en paix. Quand j'ai vu l'annonce de l'agence, j'ai reconnu l'adresse des histoires de ma mère. C'était cette maison. La même maison où ma mère avait travaillé, où votre père l'avait aidée. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. » Raphaël se leva lentement, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, Paris scintillait sous la nuit, des millions de lumières formant un océan urbain. Louise continua de parler, sa voix maintenant plus ferme. « J'ai falsifié quelques références et documents pour que l'agence ne découvre pas mon lien avec Caroline à l'hôpital. Je savais que vous me rejetteriez immédiatement si vous le saviez. J'avais besoin d'entrer dans la maison, de rencontrer Miguel, de voir si je pouvais aider d'une manière ou d'une autre. » Raphaël se retourna. « Pourquoi ? Pourquoi vous souciez autant d'un bébé que vous ne connaissiez même pas, d'une famille étrangère ?» Louise le regarda avec des yeux humides mais déterminés. « Parce que votre épouse a vu quelque chose en moi à ce moment si fragile. Parce que ma mère a passé sa vie entière à m'enseigner, qu'une bonté n'est jamais oubliée, que nous devons rendre à l'univers ce que nous recevons de lui. » Elle se leva aussi, mais garda ses distances. « Je ne suis pas venu ici chercher de l'argent ou une position, monsieur Montaigne. Je suis venu pour honorer 2 promesses, l'une faite à ma mère, de rendre la générosité de votre père, et l'autre faite à votre épouse,
de garantir que Miguel grandisse entouré d'amour. Raphaël se sentit étourdi. C'était trop à traiter d'un coup. Une partie de lui voulait croire chaque mot de Louise. Cela avait du sens, cela expliquait tout. Une autre partie, celle qui avait construit des murs autour de lui après la perte de Caroline, résistait encore. « Comment puis-je vous croire ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Comment puis-je être sûr que ce n'est pas tout un mensonge élaboré ?» Louise ouvrit le sac qu'elle avait apporté et en sortit le médaillon en argent. Elle le tendit à Raphaël avec des mains tremblantes. « Ce médaillon a presque 40 ans. Ouvrez-le et regardez la date gravée au dos de la photo. » Raphaël ouvrit le médaillon avec précaution. Au dos de la photographie de son père, avec Conception, il y avait une minuscule inscription. « Pour Conception, en remerciement de ta force et de ta dignité. Arthur Montaigne, 12-08-1985. » C'était l'écriture de son père, sans aucun doute. La même qu'il avait vue sur tant de documents, la même que la lettre encore fermée dans le tiroir. « Et quant à Caroline, continua Louise, il y a quelque chose qu'elle m'a dit à ce moment final que seul vous pourriez confirmer. » Raphaël leva les yeux du médaillon. « Quoi ?» Ses dernières paroles complètes furent « Dis à Raphaël que Miguel a besoin d'amour, pas seulement de protection, et dis-lui qu'il se souvienne toujours de la promesse sous le magnolia rose. » Raphaël sentit ses jambes flancher. Il dut s'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber. La promesse sous le magnolia rose. Un secret intime, partagé seulement entre lui et Caroline, un après-midi de printemps, sous l'arbre centenaire du parc des Buttes Chaumont, où il l'avait demandé en mariage. Personne ne pouvait savoir ça, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Louise. « Je ne sais pas ce que cela signifie, admit-elle. J'ai juste répété ce que Caroline m'a demandé de dire. » Raphaël marcha lentement jusqu'au tiroir et en retira l'enveloppe contenant la lettre de son père. Il était temps de connaître le dernier message qu'Arthur Montaigne lui avait laissé. Les mains tremblantes, il déplia le papier jauni par le temps et commença à lire à voix haute. « Mon fils, si tu lis ceci, je ne suis plus à tes côtés. J'espère que tu auras trouvé cette lettre en un moment de besoin, quand mon orientation pourra faire la différence. Tout au long de ma vie, j'ai appris que notre véritable fortune ne réside pas dans les bâtiments que nous construisons ou les contrats que nous signons, mais dans les vies que nous touchons. Parmi ces vies, il y a une famille qui aura toujours ma gratitude éternelle. Conception Dupont a travaillé dans notre maison pendant de nombreuses années. Femme d'une honnêteté inébranlable, elle a élevé seule 3 filles, tout en luttant contre un cœur fragile. Quand je l'ai aidée avec sa chirurgie, ce ne fut pas par charité, mais par justice. Elle méritait de vivre et de voir ses filles grandir. J'ai créé un fonds fiduciaire pour soutenir l'éducation des filles. La plus jeune, Louise, montrait un potentiel spécial, intelligente, compatissante, déterminée. Le fonds doit payer ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire. Si un jour un membre de cette famille a besoin d'aide, je te demande de les assister comme je l'aurais fait. Non par obligation, mais parce que certaines âmes sont des ponts que le destin construit entre des familles apparemment éloignées. Souviens-toi toujours, le véritable héritage Montaigne n'est pas les bâtiments que nous érigeons, mais les valeurs que nous défendons. Avec un amour éternel, ton père. » Quand il eut fini de lire, Raphaël ne pouvait plus contenir ses émotions. Des années de murs soigneusement construits s'effondraient sous ses yeux. Les dernières paroles de Caroline, le message final de son père, tous deux pointant dans la même direction, vers la même personne qui se tenait maintenant devant lui. « Je n'ai jamais eu connaissance de ce fonds, » avoua Raphaël, pliant soigneusement la lettre. « Mon père est décédé subitement, et beaucoup de ses affaires personnelles me sont restées inconnues. » Louise semblait aussi émue que lui. « Ma mère a mentionné une sorte d'aide financière pour nos études, mais n'a jamais expliqué l'origine exacte. Elle l'a toujours attribuée à la bonté d'Arthur Montaigne. Le fonds a probablement été clôturé lorsque les avocats ont liquidé la succession à mon insu, » réfléchit Raphaël. « Mais cela n'a plus d'importance maintenant. » Il s'approcha de Louise, lui rendant le médaillon. « Je suis vraiment désolé, » dit-il avec sincérité, « pour la façon dont je vous ai traité, pour la méfiance, pour les caméras. Vous protégiez votre fils, » répondit-elle compréhensive. « Tout père ferait la même chose. Mais j'ai transformé la protection en prison, » admit Raphaël, la vérité enfin claire pour lui. « Pour Miguel,
et pour moi-même. Un silence contemplatif plana entre eux. Par le babyphone sur la table, ils pouvaient entendre la respiration tranquille de Miguel, endormi dans son berceau. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Louise finalement, l'incertitude évidente dans sa voix. Raphaël la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Non comme une menace potentielle, non comme une employée, mais comme une personne que le destin avait envoyée à travers une toile complexe de connexion. « Maintenant, dit-il lentement, je crois que nous devons honorer 3 promesses. Les 2 que vous êtes venus tenir et celle que j'ai faite à Caroline sous le magnolia rose. » « Quelle était la promesse ?» demanda Louise doucement. Raphaël sourit pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « J'ai promis que je créerais une famille où l'amour passerait toujours avant toute autre chose. Une famille où Miguel pourrait grandir en sécurité, oui, mais surtout heureux. » À ce moment, comme s'il sentait qu'on le mentionnait, Miguel commença à gémir par le babyphone. Louise se leva instinctivement, mais Raphaël leva la main. « Laissez-moi faire, » dit-il, marchant vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Demain matin, je ferai retirer toutes les caméras, et j'aimerais que vous restiez avec nous, non pas comme employé, mais comme partie de la famille, comme une tante pour Miguel, quelqu'un qui peut l'aider à connaître sa mère et son grand-père, quelqu'un qui l'aime déjà, qui a déjà gagné sa confiance. Si vous le souhaitez, bien sûr. » Louise sourit, des larmes de soulagement brillant dans ses yeux. « Ce serait un honneur, monsieur Montaigne. »« Raphaël, » corrigea-t-il. « S'il vous plaît, appelez-moi Raphaël. » 6 mois plus tard. Le soleil d'automne baignait le jardin du manoir Montaigne d'une lumière dorée, transformant les gouttes de rosée en petits diamants éparpillés sur l'herbe. Raphaël observait depuis la véranda, tandis que Miguel, maintenant âgé d'1 an et 8 mois, courait à pas encore maladroits derrière un ballon coloré. Louise suivait le petit de près, applaudissant chaque petite victoire avec un enthousiasme sincère. « C'est ça. Champion, tu as attrapé le ballon !» s'exclamait-elle, tandis que Miguel brandissait le jouet triomphalement. « Attrapé, Tatalou !» balbutia le garçon, dans l'une des nombreuses phrases courtes qui composaient maintenant son vocabulaire en pleine expansion. Raphaël sourit, prenant une gorgée de son café. Tant de choses avaient changé en 6 mois. Le manoir, autrefois silencieux et sombre comme un mausolée, débordait maintenant de vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. De la musique jouait fréquemment dans le salon. Des jouets colorés disputaient l'espace avec les élégants canapés. C'était une maison enfin transformée en foyer. Sébastien s'approcha discrètement. « Votre petit déjeuner est servi, monsieur. »« Merci, Sébastien. Pouvez-vous appeler Louise et Miguel ? Nous allons manger ensemble aujourd'hui. » Le majordome sourit légèrement. Lui aussi semblait plus jovial ces derniers mois, comme si l'ambiance renouvelée de la maison avait affecté tout le monde. « Certainement, monsieur. » Raphaël se dirigea vers la table du jardin où un copieux petit déjeuner avait été dressé. Des œufs, des fruits, des pains, des jus. Tout était disposé avec l'élégance habituelle de la maison, mais avec des touches colorées qui trahissaient l'influence de Louise. Des serviettes imprimées de personnages enfantins. Une petite assiette spéciale avec des dessins de voitures pour Miguel. De petits détails qui transformaient un simple repas en un moment familial. « Papa !» La voix de Miguel retentit joyeusement, tandis que le garçon courait vers lui, les bras levés demandant à être pris dans les bras. Raphaël le souleva en l'air, le faisant tourner une fois avant de l'étreindre. « Bonjour, champion, bien dormi ?» Miguel acquiesça énergiquement, montrant la table du doigt. « Manger !»« Oui, nous allons manger !» rit Raphaël, le plaçant dans la chaise haute spécialement adaptée. Louise s'approcha, le visage légèrement rougi par la course avec Miguel. « Bonjour, tout est prêt pour le grand jour ?» Raphaël acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. Les avocats ont confirmé que tout est en ordre. La cérémonie aura lieu à 2 heures de l'après-midi à la mairie. Aujourd'hui était un jour spécial. Après des mois de préparatifs légaux, Raphaël allait enfin officialiser la position de Louise dans la vie de Miguel. Non pas comme employée, non pas comme une présence temporaire, mais comme tutrice légale, avec tous les droits et responsabilités que ce rôle exigeait. C'était un arrangement inhabituel, certes, mais qui avait tout son sens pour la famille non conventionnelle qu'ils avaient construite. « Votre mère a confirmé qu'elle venait ?»
demanda Raphaël, servant du jus à Miguel avec précaution. Louise acquiesça, aidant le garçon avec un morceau de pain. « Oui, et mes sœurs aussi. Angélique vient de Lyon avec son mari et Déborah a pu prendre un congé de l'hôpital de Marseille. » Madame Conception, maintenant âgée de 72 ans, était devenue une présence fréquente au manoir. Son cœur fragile nécessitait encore des soins constants, mais la joie de voir sa fille réaliser la promesse qu'elle avait faite et de connaître le petit-fils de l'homme qui avait sauvé sa vie des décennies auparavant semblait la renforcer à chaque visite. La première fois que Conception était entrée dans le manoir après presque 30 ans fut un moment de profonde émotion. En voyant Raphaël, ses yeux s'étaient remplis de larmes. « Vous avez son regard », dit-elle simplement, faisant écho aux mots que Louise avait prononcés à propos de Miguel. Le même regard bienveillant, même quand il essaie de le cacher. La relation entre Raphaël et Conception s'épanouit rapidement. Elle apportait avec elle des histoires d'Arthur Montaigne, que le fils n'avait jamais entendues, de petits gestes de gentillesse au quotidien, des conversations les dimanches matins dans la cuisine, la manière dont il parlait fièrement de « mon fils, le futur ingénieur ». Chaque histoire était un petit trésor pour Raphaël, des pièces du puzzle qui formaient l'image complète de son père. Miguel est tellement excité par le gâteau qu'il n'a même pas pu bien dormir hier, commenta Louise, interrompant les pensées de Raphaël. « Gâteau bleu !» s'exclama Miguel, tapant la cuillère sur la table. Raphaël sourit. La fête après la cérémonie à la mairie serait simple mais pleine de signification. Des amis proches, la famille de Louise, quelques collègues de travail qui étaient devenus de véritables amis ces derniers mois. Une célébration non seulement de la tutelle partagée, mais aussi du voyage extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici. « Nous devons passer au centre commercial après le café pour chercher ton nouveau costume, champion, » dit Raphaël en ébouriffant les cheveux de son fils. « J'en ai un ?» demanda Michel, les yeux écarquillés d'excitation. « Oui, le même que celui de papa, » confirma Louise faisant un clin d'œil à Raphaël. « Vous serez magnifique sur les photos. » Après le café, tandis que Louise aidait Michel à se préparer pour la sortie, Raphaël se rendit à son bureau. La pièce, autrefois son refuge isolé, portait maintenant des touches qui trahissaient la présence fréquente d'un petit visiteur. Des blocs de construction rangés dans une boîte colorée dans le coin, des livres pour enfants sur l'étagère la plus basse, des dessins fièrement exposés sur un panneau mural. Raphaël s'assit à son bureau et ouvrit le tiroir supérieur. Il en retira le médaillon en argent qui appartenait maintenant à nouveau à Constance, mais qui revenait occasionnellement entre ses mains pour de petites réparations. L'orfèvre avait restauré le mécanisme d'ouverture et poli l'argent, rendant à la pièce son éclat original. À côté du médaillon, il posa la lettre de son père et une photographie récente. Michel au centre, serré dans ses bras d'un côté et par Louise de l'autre, avec Madame Constance assise dans un fauteuil juste derrière, tous souriant à l'appareil photo. 4 générations d'une histoire qui transcendait les liens du sang, unis par des promesses faites avec le cœur. « Il serait fier », dit une voix douce venant de la porte. Raphaël leva les yeux pour trouver Louise debout sur le seuil, l'observant avec un sourire doux. « Caroline est ton père », expliqua-t-elle en entrant dans le bureau. « Il serait très fier de l'homme que tu es devenu, du père que tu es pour Michel. » Raphaël sentit un nœud dans la gorge. « Parfois, j'ai encore l'impression de tâtonner dans l'obscurité. Nous le faisons tous. » Louise haussa les épaules, s'asseyant sur la chaise devant le bureau. « Mais maintenant, nous tâtonnons ensemble. Et cela fait toute la différence. » Raphaël acquiesça, rangeant soigneusement les objets dans le tiroir. « Vous savez ce que je me demande parfois, si tout cela était vraiment une coïncidence. Vous travaillant dans cet hôpital spécifique, cette nuit spécifique, quand Caroline... » Il n'a pas pu terminer la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Louise compléta la pensée. « Si c'était le destin ou une coïncidence, je ne saurais le dire, mais j'aime à penser que certaines âmes sont connectées au-delà du temps et de l'espace. Comme le disait le médaillon que votre père avait donné à ma mère. La bonté traverse les générations. » L'inscription à l'intérieur du médaillon, se rappela Raphaël surpris. « Comment n'ai-je pas remarqué cela avant ?»« C'est gravé en très petites lettres, » sourit Louise. « Ma mère ne me l'a montré que lorsque j'ai décidé de venir travailler ici. Elle a dit que c'était un rappel de ce qui compte vraiment dans la vie. » Un bruit de pas pressés interrompit la conversation. Michel apparut à la porte, déjà vêtu d'un jean et d'un t-shirt propre.
les cheveux peignés sur le côté comme Raphaël, avait l'habitude de les porter. « Allons-y, papa. Centre commercial. » Raphaël se leva, tendant la main à son fils. « Nous sommes prêts, champion. Allons chercher ton costume de jeune homme élégant. » En chemin vers le centre commercial, Raphaël conduisait en observant dans le rétroviseur Louise et Michel sur la banquette arrière. Le garçon fredonnait une chanson enfantine qu'il avait apprise à la maternelle, gesticulant avec enthousiasme avec ses petites mains. Louise l'accompagnait, faisant des chorégraphies improvisées qui arrachaient des éclats de rire à Michel, comme sa vie avait changé. Il y a 1 an, il était un homme amer, consumé par la méfiance et la peur, incapable de se connecter véritablement avec son propre fils. Maintenant, il se dirigeait vers une cérémonie qui célébrerait l'une des décisions les plus justes qu'il ait jamais prises, ouvrir les portes de sa maison et de son cœur à Louise. Ce n'était pas un arrangement romantique, comme certains amis l'avaient initialement supposé. C'était quelque chose de différent, peut-être même plus profond. Un partenariat basé sur le respect mutuel, sur des promesses honorées, sur un amour partagé pour Michel et pour les souvenirs que chacun portait. Caroline aurait toujours sa place spéciale dans le cœur de Raphaël et dans la vie de Michel. Un autel avec ses photos occupait une place de choix dans le salon. Des histoires à son sujet étaient racontées régulièrement à Michel. Lors de son dernier anniversaire, ils avaient planté des orchidées dans le jardin, ses fleurs préférées, lors d'une petite cérémonie intime. De même, l'héritage d'Arthur Montaigne demeurait vivant à travers les histoires partagées par Constance et les leçons que Raphaël s'efforçait maintenant d'appliquer, tant à la maison que dans les affaires. L'entreprise de construction Montaigne, autrefois connue uniquement pour ses projets luxueux, investissait maintenant dans des projets de logement social et d'infrastructures communautaires. Un retour aux origines qu'Arthur aurait approuvé. À la mairie, quelques heures plus tard, Raphaël tenait Michel sur ses genoux pendant qu'il signait les documents officialisant Louise comme co-tutrice légale du garçon. Ce n'était pas une adoption. Michel était toujours le fils de Raphaël et Caroline uniquement, mais un arrangement spécial qui garantissait à Louise des droits légaux sur les décisions relatives à l'éducation, à la santé et au bien-être de l'enfant. Quand le juge prononça les mots finaux, officialisant l'accord, Constance pleura, silencieusement, serrant le médaillon contre sa poitrine. Les sœurs de Louise applaudirent. Sébastien, invité spécial à la cérémonie, semblait lutter contre des larmes d'émotion. « Tati Louise habite avec nous pour toujours maintenant ?» demanda Michel, les grands yeux curieux fixés sur son père. Raphaël échangea un regard avec Louise, tous deux souriants. « Oui, champion. Tati Louise sera toujours avec nous. Nous sommes une famille maintenant. » Le garçon parut satisfait de la réponse, se tournant vers Louise, les bras tendus. Elle le prit des genoux de Raphaël, le serrant fort dans ses bras. « Je t'aime, Tati. »« Louise, » murmura Michel, se blottissant contre son épaule. « Je t'aime aussi, mon petit, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Le juge, un homme aux cheveux gris qui avait conduit des dizaines de cérémonies ce jour-là, semblait particulièrement touché. Il s'approcha de Raphaël après avoir signé les derniers documents. « En 30 ans de carrière, monsieur Montaigne, j'ai rarement vu un arrangement familial aussi unique et en même temps si authentique, » commenta-t-il en ajustant ses lunettes. « Il est réconfortant de voir qu'il existe de nombreuses façons de construire une famille basée sur l'amour et le respect, mutuel. » Raphaël remercia d'un signe de tête, tout en observant Louise présenter Michel à des cousins éloignés qui avaient voyagé de la campagne pour la cérémonie. Le garçon, autrefois si timide et réservé, communiquait maintenant avec une aisance surprenante pour son âge, conquérant des sourires partout où il passait. Ce n'était pas la famille traditionnelle qu'il avait imaginé construire lorsqu'il avait demandé Caroline en mariage sous l'hyper rose au parc des Buttes Chaumont. C'était quelque chose de différent, né de la douleur et de la perte, mais aussi de la bonté et de promesses honorées à travers les générations. Ah, la fête qui suivit, dans le manoir maintenant décoré de ballons bleus et blancs, Raphaël s'éloigna un instant pour observer les invités. Michel courait parmi les adultes, exhibant fièrement son petit costume bleu marine, identique à celui de son père. Louise conversait joyeusement avec ses sœurs, tandis que Constance, assise dans un fauteuil confortable, racontait des histoires d'antan à des invités fascinés. Dans un coin spécial du jardin,
une petite exposition de photographies avait été montée. Un hommage aux personnes qui connectaient ces deux familles, Arthur Montaigne et Caroline. Des collègues de l'entreprise de construction s'arrêtaient pour admirer d'anciennes photos du fondateur de l'entreprise, beaucoup commentant que Michel avait le même sourire déterminé que son grand-père. Raphaël observa quand Michel, fatigué de courir, s'approcha timidement de Madame Constance. La dame âgée ouvrit un sourire radieux, tendant ses mains ridées au garçon. À la surprise de tous, Michel monta seul sur le petit tabouret à côté du fauteuil et s'installa confortablement dans l'espace entre le bras de la chaise et Constance, comme si c'était sa place naturelle dans le monde. « Mamie Constance raconte l'histoire de Papy Arthur », demanda-t-il avec la simplicité directe des enfants. Les yeux de Constance s'embuèrent. C'était la première fois que Michel l'appelait « Mamie », un titre qui était apparu spontanément, sans que personne ne l'eût suggéré. Raphaël, observant la scène à distance, sentit son cœur se réchauffer. Le cercle s'était vraiment refermé, de manière que personne ne pouvait prévoir. Sébastien s'approcha silencieusement, offrant une coupe de champagne à Raphaël. « Si vous me permettez le commentaire, monsieur, » dit le majordome à voix basse, « votre père serait profondément heureux aujourd'hui. » Raphaël acquiesça ému. « Merci, Sébastien, pour le commentaire et pour avoir été à nos côtés pendant tout ce voyage. »« Ce fut un honneur, monsieur, » répondit le majordome avec un petit sourire. « Et si vous me permettez une autre observation, cette maison est enfin redevenue un foyer. » Raphaël ne pouvait être plus d'accord. Tandis qu'il observait Michel courant vers Louise, qui le souleva dans les airs dans une étreinte tourbillonnante, il se sentit profondément reconnaissant pour le chemin sinueux qui l'avait mené là. La transformation ne se limitait pas à sa vie personnelle. Ces derniers mois, Raphaël avait révolutionné l'entreprise de construction Montaigne, ce qui était autrefois une entreprise axée uniquement sur le profit et les projets haut de gamme, dédiait maintenant 20% de ses ressources à des projets sociaux. En partenariat avec le gouvernement municipal, ils avaient commencé la construction d'un complexe de logements à la Courneuve, un projet pilote qui combinait des logements décents avec des espaces communautaires, des espaces verts et l'accès à des services essentiels. Quand il a présenté le projet au conseil d'administration, il y a quelques mois, il a rencontré de la résistance. « Nous ne sommes pas une ONG », argua le directeur financier. Raphaël répondit simplement en montrant la lettre de son père et le médaillon de Madame Constance. « La vraie richesse se trouve dans les vies que nous touchons », dit-il, faisant écho aux paroles d'Arthur. Au final, le conseil d'administration céda, peut-être moins par conviction que par respect pour la mémoire du fondateur, mais le résultat était ce qui importait. L'entreprise de construction érigeait maintenant non seulement des bâtiments, mais des communautés. Les caméras de surveillance, retirées il y a des mois, avaient révélé bien plus que ce qu'il attendait. Non seulement l'intégrité de Louise, mais aussi ses propres échecs en tant que père, son incapacité à surmonter le deuil seul, son besoin de réapprendre à faire confiance et à aimer. Cette nuit-là, quand la fête fut terminée et que les invités partirent, Raphaël trouva Louise sur le balcon arrière, contemplant le ciel étoilé. Michel dormait déjà profondément, épuisé après tant d'émotions. « 1 centime pour vos pensées, » dit-il, la rejoignant sur le parapet. Louise sourit. « Je pensais au chemin inattendu de la vie. Il y a 1 an, j'étais une infirmière nouvellement diplômée, désespérée de tenir une promesse presque impossible. Aujourd'hui, je suis officiellement responsable du fils de l'héritier de l'entreprise de construction Montaigne. Et moi, j'étais un homme d'affaires paranoïaque, installant des caméras pour espionner la nouvelle nounou, » rit Raphaël. « Tant mieux si vous les avez installées, » répondit Louise, le surprenant. « Autrement, nous n'aurions peut-être jamais eu cette conversation. Peut-être n'aurions-nous jamais découvert toutes les connexions entre nos familles. » Raphaël réfléchit à cela. Les caméras qu'il avait l'intention d'utiliser comme outil de méfiance finirent par devenir des instruments de vérité. En observant Louise à travers elle, il n'avait pas trouvé de mensonge, mais plutôt une bonté authentique, qui reflétait celle de son propre père. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» continua Louise, contemplant les étoiles. « De voir comment ma mère a enfin trouvé la paix. Toutes ces années à porter ce médaillon, à raconter des histoires sur l'homme qui a sauvé sa vie, c'était comme si elle avait toujours su que nos familles se recroiseraient. Vous y croyez? Que certaines choses sont prédestinées ?» demanda Raphaël,
curieux de la philosophie de vie de cette femme qui était devenue si essentielle dans son monde. Louise pensa un instant. « Je ne sais pas si c'est de la prédestination exactement. Je préfère penser que ce sont des graines plantées avec amour. Votre père a semé la bonté dans la vie de ma famille. Caroline a semé la confiance en moi à ce dernier moment. Ces graines germent et fleurissent de manière que nous ne pouvons prévoir, mais qui suivent le modèle de ce qui a été planté à l'origine. Je pense que le véritable miracle, dit Raphaël après un moment, c'est que Michel aura dans sa vie le meilleur de nous tous. La bonté de mon père à travers les histoires de votre mère. L'amour de Caroline à travers nos souvenirs. Votre dévouement et votre gentillesse, et j'espère quelque chose de moi aussi. Il a déjà beaucoup de vous, assura Louise. La détermination, l'intelligence, et maintenant, de plus en plus, votre sourire. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, contemplant le jardin baigné par le clair de lune. Au centre, nouvellement planté, un petit ipé rose commençait à pousser, une promesse pour l'avenir, un lien avec le passé. « Savez-vous ce que Caroline m'a demandé de promettre sous l'ipé rose ?» demanda Raphaël doucement. Louise le regarda, curieuse. « J'ai promis que notre famille serait toujours un espace sûr, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Un endroit où tous pourraient être authentiques, vulnérables, vrais, où l'amour n'aurait pas besoin d'être mérité, seulement donné librement. » Il sourit, regardant le manoir qui pulsait maintenant d'une vie renouvelée. « Je pense que je suis enfin en train de tenir cette promesse. » Louise acquiesça, émue. « Et moi, j'ai enfin tenu les miennes. »« En fait, dit Raphaël, je pense que nous ne faisons que commencer. Michel a toute une vie devant lui, et nous serons à ses côtés à chaque pas. » Cette nuit-là, quand Raphaël se retira enfin, il s'arrêta dans la chambre de Michel. Le garçon dormait tranquillement, serré contre l'ours en peluche que Louise lui avait donné le premier jour. Si petit, si innocent, et pourtant le catalyseur d'une transformation si profonde. « Merci, mon fils, murmura Raphaël, ajustant la couverture, pour m'avoir appris que parfois nous avons besoin d'yeux qui voient tout pour percevoir ce qui compte vraiment.